Muriel Pénicaud, bonjour. Vous êtes aujourd'hui administratrice indépendante, vous êtes ancienne ministre du Travail, bien sûr, ancienne ambassadrice à l'OCDE, ancienne DG RH de Danone. Autant de postes au cours desquels vous avez pu construire une réflexion sur le travail, sur le rapport à l'emploi, toutes les questions touchant finalement à l'approfondissement des compétences aussi et évidemment à l'inclusion par le travail. Donc on va aborder maintenant toutes ces questions avec vous. La transition économique et la crise sanitaire ont conduit à une véritable remise en cause de notre rapport au travail. De votre point de vue, est-ce qu'il s'agit d'une évolution ou est-ce que c'est un véritable chamboulement? Finalement, évolution ou révolution? Et oui, je pense que c'est beaucoup plus qu'une simple évolution, c'est une lame de fond, c'est quelque chose de profond et donc durable. On ne travaillera pas de la même façon dans 10 ans, dans 20 ans que comme hier ou aujourd'hui. Pour les nouvelles générations, est-ce qu'on peut dire que le travail, alors vous me dites c'est pas seulement générationnel, mais quand même, on a l'impression que pour les plus jeunes, le travail n'a plus cette dimension quelque part libératrice qu'il avait. Alors d'abord, il n'était pas libérateur pour tout le monde. Ce qui était libérateur, c'était déjà d'avoir une autonomie financière. Oui. Et notamment pour les femmes, c'est vrai que je me suis battue pour avoir dans la loi l'égalité salariale avec l'index que les entreprises ont vraiment aujourd'hui pris en compte et ça leur fait faire des progrès. Donc d'abord, à côté libératoire, c'est l'autonomie financière. Ça s'appelle la liberté. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des gens pour lesquels le travail était une passion, un sens. Il y a du lien social, il y a la fierté de ce qu'on réalise, et donc était libératoire ou épanouissant. Ça n'était pas vrai, ça n'a jamais été vrai pour tout le monde. Il y a toujours eu des travaux pas uniquement difficiles, mais qui correspondent pas aux souhaits des gens et sur lesquels il n'y avait pas forcément cette vision. Mais ce qui est nouveau, c'est l'ampleur générationnelle de la demande de travailler autrement. Travailler autrement sous plusieurs angles. Le premier, c'est clairement le sens. Il faut que le travail ait du sens, que l'entreprise, l'association, le secteur dans lequel on travaille ait du sens, mais aussi son activité. C'est-à-dire qu'on peut être dans une entreprise qui a beaucoup de sens, mais avoir un bullshit job, comme on dit. On passe sa vie à faire du reporting matriciel et de la réunionnite, et ça donne pas du sens. Et inversement, il y a des entreprises qui sont moins en tête du sens de leur mission, mais dans lesquels il y a de l'autonomie, de la capacité d'innovation, de solidarité, d'invention, de contribuer à la transition écologique et qui, du coup, vont donner du sens. Donc, le sens est très important. L'autonomie, je sais que c'est pas dans la culture française, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit faire des progrès dans la puissance publique comme dans le travail. Le besoin d'autonomie, autonomie ne veut pas dire solitude, mais autonomie personnelle et autonomie d'équipe, pour pouvoir être vraiment des contributeurs à valeur ajoutée et pas simplement des exécutants à tout niveau, et à point où il y a une demande très forte, et puis des modes de vie différents qui permettent d'équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle, et notamment le plébiscite pour le travail hybride chez les jeunes. Alors c'est pas possible pour tout, hein, il y a 4 emplois sur 10 qui sont à peu près télétravaillables. Mais pour les 4 sur 10, c'est un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui refusent des emplois parce qu'il n'y a pas de travail à distance du tout. Donc ces demandes-là, elles sont très fortes chez les jeunes. Elles sont dans tous les pays développés dans le monde, très présentes au sein de l'OCDE dans le monde entier, et même au-delà de l'OCDE. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voit chez les 35, 40, 50 ans. Je pense que l'effet confinement, l'effet un peu ralentissement a fait qu'on a eu du temps pour réfléchir. Beaucoup de gens ont envie aujourd'hui de plus choisir leur vie. Et moi, je vois ça tant du côté des jeunes que des gens très positivement. Il y a des gens qui disent ils s'engagent pas. Moi, je crois pas. Je crois que les jeunes s'engagent beaucoup, mais autrement. Ils s'engagent beaucoup dans l'écologie, dans la solidarité de voisinage, et trouver un modèle qui est plus équilibré entre l'économique, le social et l'écologique, et entre toutes les facettes de la vie, et ben ça peut être aussi d'une grande sagesse. On peut être encore plus efficace en travaillant moins de temps, mais en étant plus contributeur d'une valeur qui est plus large. Est-ce que vous pensez que du coup les métiers demain qui n'auront pas de sens ou qui ne feront pas sens ne trouveront pas finalement preneur? Alors c'est pas exactement à mon avis comme ça que ça se présente. C'est ce qui va pas trouver preneur de moins en moins, toujours un peu en payant beaucoup mais moins, c'est les entreprises qui sont pas cohérentes.
savez, il n'y a pas de, comme on disait autrefois, nos grands-parents disaient, il n'y a pas de sot-métier. Donc, des métiers qui n'ont pas de sens. Par exemple, pendant le confinement, on essayait de dire quels étaient les métiers essentiels. Moi, je suis toujours un peu choquée parce que je me dis que tout métier est essentiel. Il y en a des vitaux pour le quotidien, mais on peut trouver de sens dans beaucoup de métiers. Ça dépend beaucoup. Je reviens à l'autonomie, à la fierté de ce qu'on fait, à la capacité à agir collectivement. Et donc, oui, il y a des métiers qui ont plus d'attirance. Mais par contre, il y a les entreprises qui sont très incohérentes. C'est vraiment qui sont dans le social washing et dans le greenwashing, ou qui ne font rien sur le plan, pas grand-chose sur le plan social et écologique. Ça se voit. Si les valeurs, c'est juste des mots sur des posters, ça s'appelle de la propagande, ça s'appelle pas des valeurs. Et donc, je pense que les entreprises qui vont atterrir, c'est celles qui ont une trajectoire, une cohérence. Elles ne sont pas parfaites, ça n'existe pas les entreprises parfaites, mais qui ont une dynamique dans laquelle on peut s'inscrire pour justement pas simplement trouver du sens, mais créer du sens. Le sens, il se crée tous les jours par l'activité professionnelle. Moi, quand j'ai rejoint Danone, donc il y a longtemps maintenant, c'est parce que Antoine Riboud, il y a 50 ans, Jean-Claude Mailly l'a réévoqué tout à l'heure. Moi, je l'ai pas rejoint il y a 50 ans, bien sûr, plus tard. Il avait fait effectivement un discours à Marseille devant le MEDEF de l'époque, qui s'appelait CNPF, qui avait beaucoup secoué les gens, et il s'était beaucoup fait huer d'ailleurs. Et il avait dit, c'est un peu long, mais je trouve que c'est très important par rapport à notre débat. Il avait dit, il y a 50 ans, 72, il n'y a qu'une seule terre, on ne vit qu'une seule fois, la croissance économique n'est pas par elle-même porteuse de justice, il n'est pas possible d'admettre qu'elle abandonne derrière elle autant de laissés pour compte. Cette croissance a souvent sacrifié l'environnement et les conditions de travail à des critères d'efficacité économique. Et c'est pas un dangereux gauchiste, c'est un patron qui disait ça. Et c'est pour ça que dans cette entreprise, on a essayé, pas parfaite, des contradictions tout le temps, mais on a quand même avancé, on a tracé notre chemin pour à chaque étape montrer et avancer qu'on peut faire relier l'économique, le social et aujourd'hui l'écologique. Mais l'important, c'est la sincérité des dirigeants et de l'entreprise. Je crois que tout ce qui sera demain fait, que ça se voit, et ça ne marchera pas et ça ne marche plus, c'est plutôt une bonne chose. Pour en rester sur cette phrase d'Antoine Riboud, comment aujourd'hui, dans un contexte de mutation très profonde, on fait pour être inclusif, pour ne pas laisser trop de monde sur le bord du chemin ? Alors, moi, je pense que il y a vous savez, dans toute crise, il y a des opportunités, et dans toute opportunité, il y a les moyens d'aller plus loin. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la France, on est passé, quand même en bonne partie grâce aux réformes, on est passé en 5 ans de 9,7 à 7,3% de taux de chômage, et on cherche le plein emploi. On étant pas que le gouvernement, c'est les demandeurs d'emploi qui cherchent un emploi, les entreprises qui cherchent désespérément des collaborateurs qui ont du mal à en trouver. Donc c'est l'intérêt général, le plein emploi. Sauf que le plein emploi, ça n'est pas possible si on laisse ce qu'on laisse aujourd'hui sur le côté du chemin. Je vais donner quelques exemples. Ça s'est amélioré, mais on était à 22% de taux de chômage des personnes en situation de handicap il y a 5 ans. On est encore à 14%. 14%. Donc, ça veut dire qu'il y a un réservoir d'engagement de la part de personnes handicapées avec toutes sortes d'handicaps, visibles et invisibles, qui est un potentiel pour les entreprises. On leur demande pas de faire la charité, on leur demande d'être inclusifs, ce qui n'est pas pareil. Inclusif, ça veut dire permettre à tous les potentiels de se développer dans l'intérêt des gens, des salariés, mais aussi de l'entreprise. Deuxième exemple, on parle de l'âge de la retraite, etc. Enfin, aujourd'hui, au-delà de 55 ans, de 55 à 65 ans, il n'y a que 56% des personnes qui sont dans la population active en France. Donc, à 56 ans, quand vous quittez l'entreprise volontairement ou involontairement, c'est extrêmement difficile, à part créer son entreprise, de retrouver un emploi. Donc, l'inclusion, c'est pas une option, c'est une nécessité de justice dans un pays qui dit liberté, égalité, fraternité. Mais c'est aussi une nécessité pour les entreprises. Et donc, il faut qu'elles ouvrent un peu leur chakra, qu'elles changent leur logiciel, qu'elles se disent, mais il y a du potentiel chez chacun. Et moi, j'ai sillonné la France, je sais, pendant 3 ans et demi comme ministre. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'entreprises d'insertion par l'activité à l'économique, de centres de formation, de centres d'apprentissage, d'entreprises adaptées, qui sont des formidables tremplins vers des emplois de tout niveau d'ailleurs. Et que, il faut que les entreprises ont intérêt à s'ouvrir à l'inclusion, qui n'est pas le point fort de la France, parce que
c'est une question de justice, de cohésion sociale, mais c'est aussi leur intérêt pour trouver des collaborateurs qui vont être très engagés, qui créeront de la valeur dans leur entreprise. C'est aussi une difficulté peut-être pour elle à prendre des risques, choisir des profils qui ont l'air peut-être plus lisses, plus simples, plus faciles à intégrer, comme ça sur le papier. Une entreprise qui prend pas de risque, elle est morte. Hein. Enfin, être entrepreneur, c'est toujours raisonner entre des opportunités et des risques. Non, mais on a pris l'habitude, parce qu'on a eu 30 ans de chômage de masse, on a pris l'habitude de croire que le recrutement, c'était une sélection. Juste une simple sélection. Vous avez 30 ans de chômage de masse, les DRH, et je connais bien la fonction, ont pendant très très longtemps eu comme fonction, sur la partie recrutement, leur fonction, c'était de sélectionner. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut d'abord séduire, il faut convaincre, et après, il faut négocier. Parce que voilà, les salariés ont leur mot à dire et ils ont une capacité de négociation. Et c'est bien, ça rééquilibre. Donc, il faut juste recruter autrement. Mais c'est parce qu'on a pris des habitudes pendant 30 ans liées au chômage de masse. Moi, je me réjouis qu'on ait ce problème. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le chômage de masse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, il faut avoir une relation différente. Bien sûr, plus tard, quand ils deviennent salariés, on reviendra peut-être sur le dialogue social, mais d'abord dans l'entreprise. Alors, on cite le chiffre d'1 milliard d'emplois différents d'ici 2030. 1 milliard, hein, c'est assez colossal. Ça va. Est-ce qu'il y a des études qui le montrent, et je trouve que beaucoup n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur c'est ça, c'est énorme. Du changement. L'ampleur et la vitesse de ce qu'on va connaître est inédit dans l'histoire de l'humanité. Alors, pourquoi qui doit réussir cette transition-là? C'est les pouvoirs publics, c'est les entreprises, les partenaires sociaux, à qui ça incombe? Je veux juste expliquer ce que c'est, parce que les gens disent milliard, mais quel milliard? Il y a 3 phénomènes qui arrivent en même temps. La transition écologique, ça veut dire un changement du contenu du travail et des chaînes de valeur, de l'ensemble du système économique et du travail, dans l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'industrie, l'automobile, l'aéronautique. Enfin, je peux continuer la liste. Regardez bien tous les métiers qui vont être profondément transformés. Et on ne devient pas ouvrier d'une usine de charbon et le lendemain matin, technicien de maintenance dans le nucléaire ou dans les énergies renouvelables du jour au lendemain. Il faut un effort. Et il y a le deuxième sujet, on en parle moins maintenant, mais il y a une nouvelle révolution numérique qui commence. Hein. Le big data, on a vu un bout. Maintenant, on est en train de passer à une autre dimension. Le métaverse aura aussi des effets. Donc, on est quand même sur une nouvelle échelle de modification sur le plan numérique. Et puis, le troisième effet, c'est l'effet démographique. On a parlé plusieurs fois des problèmes des EHPAD. On est dans tout l'OCDE plus la Chine dans des pays vieillissants. C'est-à-dire que le rapport entre la population active et les personnes âgées a complètement changé. Donc, il faut beaucoup plus de personnes pour s'occuper des personnes plus âgées, plus en difficulté. Et inversement, tout l'hémisphère sud a une population extrêmement jeune et le défi de la formation et de l'emploi sont énormes, puisque en gros, en Afrique, 50% de la population a moins de 20 ans. Donc, on a un chiffre démographique, une révolution numérique et un monde à réinventer du point de vue écologique. Donc tout ça va faire d'énormes changements. Et donc c'est pour ça que le défi de la montée en compétences, comme on dit en anglais, upskilling, reskilling, va être énorme. Donc on n'a jamais connu ça à une telle échelle, à une telle vitesse. Et donc pour répondre à votre question, il faut tout le monde sur le pont. Les gouvernements ou les autorités locales seules ne pourront pas résoudre la question, et les entreprises non plus. Le tissu économique, il est d'abord fait de PME. Planifier des mutations de cette taille-là sur le plan des compétences dans les 3 ans qui viennent ou les 5 ans qui viennent, c'est difficile. Donc, il faut vraiment que le secteur public, le secteur privé, le tiers secteur, tout le monde se mette sur le pont pour mettre en place ces transitions pour que à la fois les salariés d'aujourd'hui soient les salariés de demain, que ça attire aussi, pour le coup, c'est très attractif pour les jeunes sur ces nouveaux métiers, et que les entreprises trouvent les talents dont elles ont besoin pour réussir demain. Donc, le défi est magnifique, mais il est énorme. Avec des enjeux de formation colossaux. Ah, je vous entends plus. Avec des enjeux de formation énormes aussi. Voilà. Alors, les enjeux de formation sont gigantesques. Moi, je pense qu'on a pris un peu d'avance en France, mais il en faudrait, comme toujours, c'est jamais assez, et il faut surtout continuer. D'abord parce que notre réforme de l'apprentissage, elle a permis déjà de passer de 300 000 jeunes à 830 000 jeunes par an et qui sont passionnés par leur métier et qui, alors, eux, ont toutes les perspectives d'insertion.
professionnelle. Mais aussi, je voudrais attirer l'attention sur le compte personnel de formation. Mon compte formation, ça montre que les gens sont très conscients de ce besoin de se former, parce que ce sont 4 millions de personnes qui se sont formées grâce à mon appli formation les 2 dernières années. On est le pays le plus avancé au monde avec Singapour sur ce sujet. Et je pense que ça donne une vraie liberté. Donc, attention à ne pas abîmer ce dispositif, qui est une manière dont on peut aussi permettre à chacun de ne pas subir ces changements, mais aussi d'être acteur. Et je crois que c'est très important demain. Les entreprises doivent être acteurs, les gouvernements, et vous, moi, tout le monde doit pouvoir être acteur. Et ce grand succès populaire, parce que c'est 4/5 sont des ouvriers, des employés qui se forment, et la moitié sont des femmes, c'est-à-dire tous ceux qui n'accédaient pas à la formation avant, eh bien, c'est un trésor et il faut continuer en même temps que les plans d'investissement privés et publics sur les compétences de demain. Là, vous évoquez le CPF. Et si on parle du système éducatif, est-ce que lui aussi doit se remettre en cause pour être plus en cohérence avec ces nouveaux métiers ? C'est pour moi un des grands défis à venir. Il y a beaucoup de réflexions au plan international là-dessus. On n'est pas très en avance en France sur ce sujet. J'étais encore dans une conférence internationale là-dessus la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que on sait aujourd'hui qu'une compétence technique a en moyenne une durée de vie de 2 ans maintenant, alors elle était de 20 ou 30 ans quand moi j'ai commencé à travailler. Donc, ça veut dire que croire que la transmission, c'est transmettre seulement un contenu, c'est une erreur. Or, on a un système éducatif qui, en France, d'abord, est beaucoup orienté sur la sanction et la sélection. Les neurosciences nous montrent que c'est une erreur, que c'est comme ça qu'on crée de l'échec. Donc déjà, on a faux dans le modèle, je dirais, un peu du passé, mais on ne développe pas du tout. Ce qui est fondamental pour demain, c'est le apprendre à apprendre, parce qu'on va apprendre toute notre vie. Alors vraiment, là, c'est pas juste... C'était déjà une belle idée humaniste à l'époque de Delors. Maintenant, c'est une nécessité vitale. Donc, on va apprendre à apprendre, à coopérer, et pas que être de la compétition, à inventer, à innover. C'est toutes des qualités qu'on ne développe pas dans le système scolaire français. Je dis pas, il y a des profs qu'il faut, mais c'est malgré le programme, si je veux dire. Et ça, c'est une révolution qui est nécessaire de la maternelle à l'enseignement supérieur compris. Je vois qu'il y avait des spécialistes tout à l'heure là-dessus, et je suis sûre qu'ils en sont conscients, parce que c'est pas que les contenus qui doivent changer, c'est vraiment la manière d'aborder ça et de pouvoir rendre les jeunes beaucoup plus acteurs, et qu'ils aillent chercher toutes les compétences, tous les savoirs dont ils ont besoin, mais ordonnés autour de quelque chose qui crée un nouveau paradigme à la fois cognitif, émotionnel et social. C'est ça donc qui sera nécessaire demain pour être citoyen comme pour travailler. Donc là aussi, ça peut être passionnant, mais je pense que les bouleversements sont devant nous. Si on ne les fait pas, on continuera à exclure comme on le fait, puisque aujourd'hui, on a un système de formation qui est extrême, qui reproduit les catégories sociales de façon très très forte. Je rappelle qu'aujourd'hui, il faut 6 générations en France pour passer de l'extrême pauvreté à un revenu moyen, à un revenu haut, revenu moyen. Il faut 6 générations. Et le premier sujet, c'est le problème de l'égalité des chances, parce qu'on redistribue des revenus. On est un des pays, c'est le pays qui le fait le plus en Europe, mais au niveau des chances, et ça, c'est beaucoup l'école, qui doit, avec les parents, avec les communautés éducatives, modifier sa manière de faire pour que demain, ça réponde aux enjeux de demain, j'irais économiques, mais aussi démocratiques, qui sont en jeu dans cette affaire-là. Dernière question, Muriel Pénicaud, et je vous libère. On sait que la culture du partenariat n'est pas au cœur de notre ADN en France. Est-ce qu'elle va s'imposer à nous, cette culture du partenariat ? Alors, oui, c'est pas notre point fort non plus, mais il y a quand même des choses qui bougent. Je trouve que, d'ailleurs, on a eu des témoignages tout à l'heure de plusieurs entreprises. L'idée que pour l'écosystème, Jean-Claude Maillet rappelait tout à l'heure qu'on est en train de dépasser, pas partout, mais quand même de plus en plus, la vision de l'école économique de Chicago, qui était en gros tout pour le profit pour l'actionnaire, et qu'on a maintenant une conscience de l'écosystème actionnaire, client, fournisseur et salarié. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train même de dépasser ça, et la notion de territoire, d'acteur dans le territoire. Le même Antoine Riboud disait l'entreprise s'arrête pas à la porte de l'usine. C'est déjà vrai il y a 50 ans. Et ça demande des partenariats de type nouveau. Parce qu'on peut pas développer un modèle qui est plus vert, plus inclusif, sans travailler dans son territoire. Et d'ailleurs, je salue d'ailleurs ce que fait Synovia, parce que le fait de le faire
ancrés dans la région aujourd'hui. Il y a des acteurs régionaux qui se connaissent déjà, qui vont continuer à se voir, d'autres qui vont peut-être se rencontrer. C'est très important, ce partenariat. Et puis dans l'entreprise, bien sûr, le dialogue social. Alors, c'est l'intention de... Je sais que beaucoup l'ont pas vu comme ça, mais c'est l'intention des ordonnances qui s'appelle la loi pour le renforcement du dialogue social qu'on a fait en 2017. C'est de donner plus de grain à moudre dans l'entreprise, qu'il y ait plus de pouvoir de négociation dans l'entreprise et dans la branche. Parce que ça passe par là aussi. Je pense que pour avoir des partenariats, il faut pas simplement se concerter, se parler. Il faut avoir des choses à faire ensemble. C'est le projet qui réunit. Même quand on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On trouve finalement un accord. Parce que c'est l'intérêt collectif. Donc, et en résumé de tous les thèmes qu'on évoque aujourd'hui, excusez-moi, c'est un jour à citation, mais je voudrais vous citer une autre citation qui m'inspire beaucoup aussi. C'est que le sens que c'est vraiment maintenant qu'on peut faire tous ces changements. On a parlé des entreprises à mission, on a parlé des systèmes de notation, on a parlé de beaucoup de choses qui agissent maintenant. Et on a cette chance-là d'être dans un moment où on peut agir. Et c'est Simone de Beauvoir qui disait « Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. » Eh bien, choisissons et agissons ensemble. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bonne réflexion à tous.